Salut! Vous connaissez le point commun entre Jean-Claude Van Damme, une plante carnivore, et ce singe totalement sexy? Eh bien, ils sont tous les trois composés de cellules. Mais qu'est-ce qu'une cellule? Eh bien, nous allons le voir tout de suite dans cette vidéo. Des organismes vivants. Les cellules vont s'assembler ensemble pour former différents tissus. Ces tissus vont s'assembler ensemble pour former différents organes. Jusqu'ici, c'était simple. Maintenant, cela va se compliquer. Il existe différents types de cellules. Les cellules eucaryotes avec de l'ADN cloisonné et des organites et les cellules prokaryotes avec de l'ADN libre. Aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser aux cellules eucaryotes. Une cellule est composée d'une membrane, d'un noyau et d'un cytoplasme. Nous allons voir tous ces éléments un par un. La membrane plasmique est une bicouche lipidique. Et non les gars, manger 5 McDo par semaine ne permet pas d'avoir de meilleures membranes. On vous voit venir. Elle est composée d'une membrane interne et d'une membrane externe. Elle permet de séparer le compartiment intracellulaire du compartiment extracellulaire. Elle est constituée d'un assemblage de protéines, de lipides et de glucides, mais le composant essentiel reste les lipides avec les glycérophospholipides, les sphingolipides et le cholestérol. Leur particularité intéressante est que leur partie hydrophobe est située vers le centre et leur partie hydrophile est exposée vers l'extérieur de la cellule. Cette membrane plasmique possède plusieurs caractéristiques. Elle est asymétrique, c'est-à-dire que la composition de la membrane interne est différente de celle de la membrane externe. Elle est semi-perméable, c'est-à-dire qu'elle possède une fonction de barrière sélective, et elle est dynamique, elle fluctue selon différents facteurs, comme par exemple la quantité de cholestérol. Maintenant, nous allons parler du cytoplasme. Il correspond à tout le contenu interne de la cellule, à l'exception du noyau. Il est composé d'un cytosol et de différentes inclusions, comme les granules de glycogène. Comme leur nom l'indique, les organites sont des petits organes. Ce sont des éléments qui répondent à une fonction spécifique de la cellule. Ils travaillent tous ensemble pour répondre à ses besoins globaux. Ils baignent dans le cytoplasme et sont séparés du reste de l'intérieur de la cellule par leur propre membrane. Le noyau, il est propre à la cellule eucaryote et est séparé du reste de la cellule par son enveloppe nucléaire. Il contient l'ADN et représente le lieu de décodage de l'information génétique. À l'intérieur, nous avons le nucléole. Il n'est pas délimité par une membrane, il correspond à un territoire chromosomique particulier. Le réticulum endoplasmique granuleux, il est en position périnucléaire et est le lieu de synthèse des protéines. En observation, il apparaît rugueux à cause de la présence de ribosomes sur ses membranes. Le réticulum endoplasmique lisse, il est en position péri-REG. Il permet la spécialisation de la cellule et participe à différents métabolismes. L'appareil de Golgi, il est le lieu d'agrégation des protéines produites par le REG et assure leur destination, l'adressage. Les lysosomes, ils assurent les mécanismes d'autophagie et de phagocytose. La mitochondrie. La mitochondrie est spéciale car elle possède son propre matériel génétique et son génome provient uniquement de la mère. Elle permet la respiration cellulaire et la production d'ATP, qui est la source d'énergie du corps humain. Elle est indépendante vis-à-vis de la cellule et de sa réplication. Bon, j'espère que les cellules ne vous ont pas trop fait perdre la tête, car maintenant, on passe au niveau des tissus. Avant tout, nous allons parler des jonctions cellulaires. Les jonctions cellulaires permettent aux cellules d'adhérer entre elles et à la matrice, et ainsi de former les tissus. Il en existe 3 types. Les jonctions serrées, qui permettent la fermeture des barrières épithéliales au pôle apical et qui empêchent le passage de substances dans l'espace intercellulaire. Elles sont étanches. On a également les jonctions d'ancrage, les desmosomes et les jonctions adhérentes, qui permettent l'adhésion des cellules entre elles. Ce type de jonction se trouve en dessous des jonctions serrées. Quant aux hémidesmosomes, ils permettent leur adhésion à la matrice extracellulaire au pôle basal. Enfin, il existe des jonctions communicantes qui permettent le passage de molécules d'une cellule à l'autre et ainsi le transfert d'informations. Nous passons maintenant à la partie un peu plus histologie, c'est-à-dire l'étude des tissus. Il existe différents types de tissus plus ou moins spécialisés. Il en existe 4.
le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le tissu musculaire et le tissu nerveux. Pour cette vidéo, on va se concentrer sur les tissus épithéliaux et les tissus conjonctifs. Le tissu épithélial, aussi appelé épithélium, correspond à un ensemble des cellules coordonnées où la communication privilégiée se fait de cellule à cellule, sans matrice extracellulaire entre les cellules. Toutes ces cellules sont juxtaposées et polarisées, c'est-à-dire avec un pôle basal d'un côté et un pôle apical de l'autre. Elles communiquent entre elles grâce à des jonctions et reposent sur ce qu'on appelle une lame basale, au niveau du pôle basal évidemment. Il en existe deux types, les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Les épithéliums de revêtement permettent la protection par rapport au milieu extérieur, l'absorption, la filtration et l'excrétion, les échanges, gaz, nutriments, les mouvements, la réception des messages sensoriels et le renouvellement. Les épithéliums glandulaires permettent de sécréter des produits pour assurer différentes fonctions dans les organes. Les tissus conjonctifs sont la base de tout l'organisme. C'est un ensemble de cellules qui sont non ordonnées dans une matrice extracellulaire de composition variable et plus ou moins rigide. C'est un ensemble de cellules dispersées, non jointives ou fixées résidentes, ou mobiles non résidentes dans la matrice extracellulaire. Les tissus conjonctifs sont innervés et vascularisés. En fonction de leur composition, ils peuvent être lâches, denses, réticulés ou adipeux. Ils sont composés de différentes cellules, des cellules fixées qui sont les fibroblastes et les adipocytes, des cellules non fixées qui sont les macrophages, les monocytes, les histiocytes, les polynucléaires, les mastocytes et les lymphocytes T et B. Ils possèdent différentes fonctions mécaniques, métaboliques, défensives, de réparation tissulaire et d'entretien. Pour terminer cette partie, on aborde rapidement la matrice extracellulaire, ce qu'il y a autour de toutes ces cellules. La matrice est un système, Néo. Alors rien à voir avec les aventures de Néo et Morpheus. Elle correspond à une substance fondamentale, amorphe, contenant des fibres variables telles que le collagène, l'élastine, la réticuline ou des protéines de liaison. On arrive à la partie stylée du cours avec des termes médicaux. Pour commencer, l'anatomopathologie, ou l'étude des différentes lésions des tissus, voici quelques définitions. L'atrophie correspond à la diminution de la masse fonctionnelle d'une cellule. L'hypertrophie correspond à l'augmentation de la taille d'une cellule. L'aplasie correspond à l'absence de développement d'un organe. L'hypoplasie correspond au développement embryologique anormal d'un viscère, aboutissant à un organe fonctionnel mais trop petit. L'hyperplasie correspond à l'augmentation anormale du nombre de cellules. On a donc le mot trophie qui concerne la taille des cellules et le mot plasie qui concerne le nombre des cellules. La métaplasie est une anomalie acquise correspondant à la transformation d'un tissu normal en un autre tissu normal de par son architecture, mais anormal quant à sa localisation. Il est quand même important de rappeler que toutes ces lésions peuvent parfois être tout à fait physiologiques, comme par exemple l'atrophie des ovaires et de l'endomètre après la ménopause, l'hypertrophie des muscles squelettiques du sportif, ou encore l'hypertrophie et l'hyperplasie mammaire lors de la grossesse. Maintenant, nous allons parler des tumeurs. Les cellules cancéreuses sont des cellules devenues autonomes avec une prolifération excessive. En effet, elles ont subi une succession d'événements génétiques et épigénétiques qui transforment une cellule normale en une cellule tumorale proliférante. Il existe deux types de tumeurs, les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. On vous présente leurs différentes caractéristiques sur ce tableau de comparaison. Ah, et au fait, dans le corps humain, on peut avoir à la fois une tumeur bénigne et une tumeur maligne. Et voilà, c'est fini pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé apprendre tous les points communs que vous avez avec Jean-Claude Van Damme. Et à la prochaine!